La Russie fait face à sa plus grande tempête politico-économique en 20 ans. Le président russe Vladimir Poutine ne s'attendait probablement pas à une condamnation aussi unanime de la part de la communauté internationale et à des sanctions économiques aussi dévastatrices. L'économie russe parviendra-t-elle à résister à cette déferlante et jusqu'où exactement l'Alliance occidentale est-elle prête à aller ? Moscou a mené la plus grande offensive militaire en Europe depuis l'intervention du pacte de Varsovie en août 68 à Prague. Les réactions ne se sont pas fait attendre. L'invasion russe de l'Ukraine marque un tournant. Elle menace l'ordre d'après-guerre. Dans cette situation, il est de notre devoir d'aider l'Ukraine avec tous nos moyens à se défendre contre l'armée d'invasion de Vladimir Poutine. Olaf Scholz, chancelier d'Allemagne. Nous montrerons qu'un acte imprudent de violence a un prix énorme. Les relations entre la Russie et la communauté internationale ne seront plus les mêmes qu'avant. Fumio Kishida, Premier ministre du Japon. Les Alliés avaient pourtant averti la Russie à maintes reprises. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. L'invasion de l'Ukraine aura des répercussions sur la société russe, son armée et son économie. Comment les États-Unis, l'Union européenne et les alliés de l'OTAN ont répliqué à l'agression russe ? Le chemin risque d'être alambiqué étant donné la position favorable de la Russie comme deuxième puissance exportatrice mondiale de gaz ainsi qu'un acteur incontournable du pétrole. La Russie, paria des marchés mondiaux. Cette guerre se joue sur plusieurs fronts. C'est en frappant au porte-monnaie qu'on peut réellement affaiblir son adversaire. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont été très clairs. Si Poutine envahit l'Ukraine, les sanctions économiques et financières seraient sans précédent. On pouvait en douter étant donné que Barack Obama avait menacé la Syrie du pire si le régime Al-Assad franchissait la ligne rouge, à savoir le recours aux armes chimiques. Mais cette fois-ci, ce ne furent pas des paroles vaines. On peut imaginer que ces sanctions ne visent pas uniquement à ralentir la guerre, mais aussi à affecter les intérêts des oligarques russes en les incitant à prendre leur distance avec le régime de Moscou. On peut aussi penser qu'en affaiblissant la Russie, les États-Unis s'attaquent aussi à des pays tiers sous sanctions états-uniennes et qui ont utilisé le système financier russe pour les contourner. Je pense notamment au cas du Venezuela, de Cuba, de la Syrie et de l'Iran. La Russie doit composer avec de nombreuses limitations au vu de son manque d'accès aux ressources financières. Équipement insuffisant, infrastructures vieillissantes et formation de faible qualité et bien d'autres que la propagande d'État n'arrive plus à occulter. L'armée russe pâtit donc de toute cette vulnérabilité et plus encore, ce qui explique qu'elle a subi plus de pertes les 8 premiers jours de l'invasion de l'Ukraine que la France au Sahel depuis 2013 ou les États-Unis en Afghanistan en plus de 20 ans. Alors d'accord, dans le cas ukrainien, l'adversaire était bien mieux préparé, mais il faut quand même avoir à l'esprit un certain niveau de proportionnalité. Les statistiques russes font officiellement état de 498 soldats tués côté russe. Quant à l'Ukraine, on parle d'au moins 8000 morts. J'imagine que la vérité se situe quelque part entre les deux, mais gardons en tête que l'armée russe est composée pour une partie de militaires de carrière alors que l'autre de conscrits. Laissant de côté l'affrontement militaire, l'objectif est de punir Poutine et de limiter la capacité financière de la Russie tant que la Russie continue ses opérations militaires spéciales en Ukraine. Le premier objectif a donc été d'exclure la Russie du système financier international. Les sanctions visent tout d'abord à réduire le financement étranger de l'État, des banques et des entreprises russes. Afin d'y parvenir, les Alliés ont approuvé des limitations sur les achats de dettes et des sanctions contre les principales banques du pays. Les États-Unis ont bloqué, entre autres, les deux principales banques du pays, Sberbank et VTB, qui contrôlent à elles deux près de 60% du système financier russe. Elles ne peuvent donc plus opérer avec les banques états-uniennes ou européennes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus réaliser de transactions financières en dollars. Or, la plupart des opérations financières internationales se font précisément au dollar. D'ailleurs, le Royaume-Uni, l'Union européenne et même la Suisse lui ont emboîté le pas. La deuxième ligne de conduite a été largement commentée dans les médias, l'expulsion de plusieurs banques russes du système SWIFT, le réseau interbancaire qui relie la plupart des banques du monde entre elles. SWIFT, une coopérative basée en Belgique, est un système de communication interbancaire impliqué dans plus de la moitié de tous les paiements internationaux. Chaque jour, ce réseau traite plus de 40 millions de transactions financières entre plus de 11 000 institutions bancaires dans le monde. Réseau auquel bon nombre de banques russes ne peuvent plus avoir accès. En
2012, les banques iraniennes avaient été expulsées de SWIFT. Une catastrophe car elles n'étaient plus en mesure de vérifier et de transmettre les ordres d'émission ou de réception de transferts internationaux. Dans le cas de la Russie, pas toutes les banques ne sont concernées car les Européens veulent continuer à régler leurs factures de pétrole et de gaz russe. Et puis il y a la question des dettes que les Russes ont contractées auprès des banques occidentales et que ces dernières veulent évidemment recouvrer. On parle de 121 milliards de dollars. Mais les dommages causés au système financier russe seront considérables car s'il existe des alternatives à SWIFT, elles sont plus chères et posent des problèmes de contrôle des flux de capitaux. Toutes ces mesures compliquent le commerce international avec la Russie et les investissements étrangers dans ce pays. Enfin, le troisième plan d'action, c'est la décision par les États-Unis, l'Union Européenne, le Royaume-Uni et le Canada de bloquer les avoirs de la Banque centrale de Russie déposés à l'étranger et donc son accès à une partie de ses propres réserves en devises étrangères. L'un des plus grands atouts du régime de Poutine, c'est les 600 milliards de dollars de réserves que la Russie a accumulées au cours des dernières années sous forme de dollars, d'euros, d'or, de yuan, de yens et d'autres. Aujourd'hui, la 5e réserve en devises étrangères la plus importante au monde est gelée. C'est une sorte de bombe nucléaire financière qui tombe sur la Russie. La guerre est arrivée et l'argent s'est épuisé. L'argent s'est épuisé avant même la fin de la guerre. Sergei Aleksanchenko, ancien vice-ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque centrale de Russie. Les réserves de liquidités sont nécessaires pour solder les importations et pour soutenir le rouble. Mais la guerre et les sanctions provoquent la fuite des capitaux et l'arrêt des investissements. La Banque centrale de Russie n'a plus les ressources nécessaires pour soutenir le rouble, menant ainsi à l'effondrement de sa valeur. L'inflation montera en flèche, les taux d'intérêt aussi, les revenus réels chuteront et la valeur de l'épargne fondra comme neige au soleil. Un processus que les Argentins ne connaissent que trop bien. Du jour au lendemain, l'embargo imposé à la Banque centrale russe lui a coupé l'accès à l'équivalent de centaines de milliards de dollars. Ces mesures n'avaient été prises jusqu'à présent que contre l'Iran, le Venezuela et la Corée du Nord. Sans surprise, tout cela contraint le gouvernement russe à prendre des mesures, dont certaines très sévères. Peu de temps après l'annonce de ces sanctions, la Banque centrale de Russie, pour tenter d'endiguer la fuite des capitaux et la chute conséquente du rouble, a dû relever les taux d'intérêt à 20% contre 9,5% auparavant. Une mesure qui aura évidemment un impact très négatif sur le climat des affaires pour les entreprises et les foyers russes. Le gouvernement a aussi dû imposer des contrôles stricts des capitaux qui, par exemple, empêchent les Russes d'envoyer librement de l'argent à l'étranger et qui empêchent les investisseurs internationaux de liquider leurs investissements sur le marché boursier russe. Ces sanctions que l'on vous évoquait ne sont pas uniquement prises par les États-Unis, mais aussi par le Royaume-Uni, l'Union Européenne et de nombreux autres pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, la Norvège et Singapour. Même la Suisse, le chantre de la neutralité, s'est jointe à l'effort collectif. La Suisse soutient l'intégralité des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Un fonds pétrolier norvégien de 1,3 milliard de dollars abandonne ses investissements russes. Mais les sanctions financières ne sont pas les seules mesures prises par la communauté internationale. Une Russie plus isolée que jamais. Les alliés occidentaux ont aussi adopté des sanctions commerciales qui empêchent la Russie de s'approvisionner par exemple en composants de haute technologie. De nombreuses entreprises étrangères, par crainte de violer ces sanctions et d'entacher leur propre réputation par la même occasion, ont annoncé qu'elles allaient suspendre partiellement ou totalement leur opération en Russie. C'est le cas de Volvo, Microsoft, Daimler, Disney, Apple, Nike, Jaguar, BP, Shell, Equinor, Intel, UPS, FedEx et AMD parmi tant d'autres. La fédération russe est aussi suspendue d'organisations sportives et culturelles comme l'Eurovision et la Coupe du Monde. Mais le dernier clou dans le cercueil, c'est probablement la Fédération internationale de judo qui a retiré à Poutine le titre de président honoraire. La FIFA et l'UEFA suspendent tous les clubs russes et leur équipe nationale. C'est toutefois le domaine de l'aviation civile qui illustre le mieux l'isolement de la Russie. L'Union Européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont tous fermé leurs espaces aériens aux compagnies aériennes russes. Notre espace aérien sera fermé à tous les avions russes, et cela inclut les jets privés des oligarques. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Évidemment, celle-ci a répliqué en faisant de même, ce qui a mis pas mal de compagnies aériennes étrangères dans l'embarras. Les vols d'Air France à destination de Tianjin ou Tokyo sont donc rallongés d'environ 2 à 3 heures pour environ 5 tonnes de kérosène supplémentaire, étant donné qu'il a fallu modifier les plans de vol pour contourner la Russie. Les avions doivent à présent survoler la Turquie, le Kazakhstan et la Mongolie. Des restrictions supplémentaires, et pas des moindres, ont été imposées concernant la vente de pièces de rechange ou d'entretien liées à l'industrie aéronautique. Si un avion rencontre un ennui technique, l'opérateur aérien risque de ne pas récupérer son aéronef avant un bout de
temps car il ne sera pas en mesure d'obtenir les pièces dont il a besoin. C'est pourquoi de nombreuses compagnies aériennes étrangères suspendent leurs vols vers la Russie. Par ailleurs, l'Union européenne a également interdit aux sociétés de location d'avions de s'associer ou de poursuivre leur collaboration avec des compagnies aériennes russes. Or, plus de la moitié des avions commerciaux en Russie sont loués. L'isolement de la Russie est sans commune mesure, à part peut-être les habituels cas de l'Iran, de la Corée du Nord, du Venezuela, de Cuba et de la Syrie. La Fédération russe a de bonnes raisons de craindre pour le futur de son économie. Et c'est loin de s'arrêter là. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ciblent aussi les oligarques russes proches du Kremlin et les pontes du régime. Des enquêtes à leur encontre ont été déclenchées, leurs avoirs ont été gelés et ils ont été interdits d'entrer sur les territoires concernés. Même Monaco a adopté ces mesures. Nous ciblons les jets privés des oligarques, nous ciblons leurs propriétés et nous ciblons d'autres de leurs possessions. Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères. À la vue des sanctions très pénalisantes qu'ils encourent, quelques-uns de ces oligarques considèrent qu'ils auraient désormais plus à perdre en restant loyaux à Poutine. Les oligarques russes les plus commandables s'expriment contre la guerre en Ukraine. Ces sanctions économiques et commerciales se doublent évidemment d'un blocus militaire. Une surenchère d'armement. Vlad était sûr de son coup, l'Ukraine serait terrassée par l'armée russe. Bon, il a peut-être été un peu trop optimiste sur ce coup-là. Les troupes russes ont rencontré une opposition beaucoup mieux organisée et équipée qu'elles ne le pensaient. Et après le début des hostilités, l'OTAN et d'autres pays alliés ont expédié des équipements militaires de dernier cri en grande quantité. Initialement, des pays comme l'Allemagne étaient frileux à l'idée de fournir des armes à l'Ukraine. L'Allemagne avait même opposé son veto à la livraison d'armes de fabrication germanique à d'autres pays comme l'Estonie. Mais notre voisin saxon a finalement changé son fusil d'épaule face aux résultats de la résistance ukrainienne et du bourbier de plus en plus inextricable dans lequel la Russie s'enfonçait. Aujourd'hui, la grande majorité des États européens annoncent des livraisons massives d'équipements militaires à l'Ukraine. Armes anti-chars, systèmes de défense aérienne, munitions, vivres, gilets pare-balles, fusils d'assaut et tant d'autres. L'Union européenne a même annoncé qu'elle aurait recours au Fonds pour la paix afin de financer l'achat d'armements à destination de l'Ukraine. C'est la première fois que l'Union européenne alloue des fonds à l'achat de matériel militaire, en plus au bénéfice d'un État non membre. Évidemment, l'armée ukrainienne a besoin de toute l'aide qui puisse lui être accordée. Chaque jour de combat coûte une fortune à Kiev et encore plus à Moscou. Même la Suède, si attachée à son statut de neutralité, s'est engagée à fournir plus de 5000 missiles anti-chars et des milliers de gilets pare-balles et de casques. Les seules exceptions sont la Roumanie qui, par sa proximité avec la zone de conflit, s'est malgré tout engagée à approvisionner l'Ukraine en carburant à défaut d'armes, et la Hongrie qui refuse tout bonnement que toute livraison d'armes transite par son territoire. À ce stade, il est encore trop tôt pour dire de quoi l'avenir sera fait, mais on peut imaginer que la Russie paiera très cher sa dernière incursion sur le sol européen. Certaines estimations parlent d'un effondrement du PIB russe de 35% au deuxième trimestre 2022. Certes, prévoyant certaines de ces sanctions, Vladimir Poutine a profité de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février pour chercher une aide du côté de la Chine. Elle pourra sans doute réorienter ses exportations d'hydrocarbures et de céréales vers la Chine, très gourmande en la matière. La Chine devrait pouvoir aider la Russie à contourner en partie ces sanctions en utilisant ses propres réseaux interbancaires internationaux et en passant par le yuan. Car oui, la Chine essaie de faire adopter le renminbi, le yuan, comme monnaie de réserve dans nombre de pays, notamment du tiers-monde, ceux qui bénéficient de l'initiative des routes de la soie. Mais la Chine n'aidera pas la Russie gratuitement et ne voudra pas tendre encore plus ses relations avec l'Occident qui sont déjà dans une phase délicate. Bref, si la Chine est prête à partir en guerre avec l'Occident pour récupérer Taïwan, elle ne le fera pas pour aider Moscou à mettre la main sur le Donbass. À titre personnel, je me pose quand même une question sémantique. Certes, nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie, mais en fournissant des armes à l'Ukraine, ne sommes-nous pas en train de prendre part au conflit de manière plus ou moins directe? Je ne suis pas sûr si la situation va empirer dans les prochains jours. Déjà, j'avais même pas envisagé que la Russie mette ses menaces à exécution. Comme l'a dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, un nouveau rideau de fer s'est abattu et sépare la Russie du monde civilisé. On n'a plus qu'à espérer un nouveau Goodbye Putin. Prenez soin de vous et à la prochaine.